Ladies and gentlemen, bonjour et bienvenue dans ce nouveau journal d'un vegan. Alors avant de commencer ce nouveau numéro, je suis vraiment désolé pour les confusions que j'ai pu induire la semaine dernière dans ma vidéo sur les protéines, parce que je me suis fait clairement avoir par un manque de vigilance. Très honnêtement, quand j'ai parlé des protéines, j'estimais que c'était toujours des protéines cuites, et toutes les infos que j'ai trouvées n'indiquaient pas forcément cette mention de protéines, enfin source, crue ou cuite. Et j'ai eu, je ne sais pas pourquoi, parce que visiblement on ne raisonne pas tous de la même manière, moi j'ai eu plus tendance à me dire bah c'est forcément le taux de protéines que l'on consomme quand on ingère cet ingrédient, pas le côté brut avec une potentielle déperdition à la cuisson, la dilution dans l'eau. Ce qui est une logique aussi, mais voilà. Bon bref, j'ai mis, pour ceux qui l'ont raté, un commentaire épinglé sous la vidéo du journal, afin que vous puissiez avoir un tableau comparatif sur les différents ingrédients que je cite, mais avec le cuit et le cru. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté, tout y est. Voilà qui est dit, et maintenant, avançons sans plus attendre. Alors là, j'ai envie de vous faire participer à mon processus d'expérimentation, de création quand je suis en cuisine, parce que j'ai entre les mains un produit qui m'a interpellé, qui est assez basique, et je me dis, mais ça ouvre des possibilités potentielles, j'en sais rien. Donc il n'y a pas de garantie dans ce sujet, on verra bien si on arrive à faire quelque chose. Le produit dont je parle, que je l'ai trouvé chez Velan, la fameuse épicerie indienne, et pourtant c'est pas un produit particulièrement indien, il s'agit de flocons de pommes de terre. Alors vous me direz sûrement, oui bon, c'est pas super intéressant comme produit, tout le monde connaît la purée mousseline, c'est des flocons de pommes de terre déshydratés, c'est vrai. Sauf que, je ne sais pas si vous avez fait un peu attention, mais si vous allez dans les magasins et regardez toutes les purées de pommes de terre déshydratées, elles sont toutes assaisonnées, elles sont toutes avec des protéines de lait, avec quelque chose. Enfin, c'est jamais vegan. Mais oui, alors moi je suis pas consommateur de ce genre de truc. Jamais. J'ai toujours détesté la purée mousseline, même quand j'étais gamin, je trouvais ça infect. Donc, j'étais pas vraiment dans le manque. Mais j'ai eu besoin un jour pour un truc, et je me dis, ah mais non, en fait, non, c'est pas juste de la pomme de terre. Et je me souviens que j'avais fini par trouver un truc, peut-être de la marque Bonne Terre en magasin bio, mais là encore, c'était certes vegan, pour une fois, ce qui était vraiment rare, mais ça restait assaisonné avec du sel, avec, je crois, du romarin, enfin, c'était pas neutre. Ça avait fait le boulot. Mais voilà, là, il n'y a rien. On est sur la pomme de terre brute, sans ajout. Donc ça va permettre de la personnaliser à loisir et surtout de l'utiliser de manière assez versatile. Enfin, peut-être, hein, je me fais des films et c'est nul. Et on va le savoir. Alors, qui dit flocon de pomme de terre dit réhydratation et aromatisation, ça vous l'aurez compris. Ce que je vais faire, c'est que je vais préparer des protéines végétales texturées, et je vais faire réduire des oignons. Je vais commencer par faire ces bases, je vais les combiner, les humidifier correctement, et je vais me servir des flocons de pommes de terre bruts comme d'un liant, et je vais voir comment ça réagit. Bon voilà, il reste quasiment plus de jus. Là c'est juste les protéines avec un tout petit peu de bouillon de légumes, cuit à l'eau. Là c'est souple, c'est bon, on va passer aux oignons. Bon là, je vais d'abord les faire fondre à sec, pas de matière grasse. Il faut juste bien remuer pour pas que ça attache. Je veux qu'ils dorent, qu'ils soient fondants. Et je viendrai les nourrir après. Bon voilà, ils ont fondu. Ok, un petit peu d'huile pour nourrir ça. Sel. Et bien sûr, un trait de vin blanc pour déglacer. Et puis ça va décoller les sucs de cuisson, donc donner du goût. Là franchement, c'est bien parti, ça sent bon. Oignon, vin blanc, c'est... Je vais recombiner avec les protéines. Je vais assaisonner, il faut que je trouve un petit twist pour donner de la personnalité. Et après, on va intégrer les flocons.
Allez hop. Ça, dedans. Et alors, je vais partir sur une moutarde à l'ancienne et du basilic. Ça pourrait être sympa. Hop. Moutarde. Basilic. Pas trop non plus. C'est juste pour donner un petit twist. Voilà, c'est bien ça. Bon, déjà, hein, cette petite préparation, elle se suffit en elle-même. Ça sent bon et je suis sûr que c'est délicieux. Mais c'est la base pour notre expérimentation. Donc, on va ajouter, sans plus attendre, des flocons. Alors, là, je ne sais pas encore en quelle proportion. Est-ce que l'humidité du plat est suffisante ou il va falloir détendre avec un liquide? Réponse dans un instant. Ok. Ah oui, mais non. Eh, j'ai failli commettre l'erreur de débutant. Toujours goûter un produit qu'on ne connaît pas avant de l'utiliser, parce que si ça se trouve, je vous ai dit, il est sans sel, machin, mais si ça se trouve, il y a un goût un peu fort. Donc je vais goûter. Bah oui, quand même. Alors c'est vraiment neutre. Ça se réhydrate avec la salive. Le goût de pomme de terre est assez léger. C'est pas le meilleure expérience en purée de pomme de terre, je pense. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la propriété technique. Bon, c'est pas mal. C'est suffisamment neutre pour que je puisse conserver ma personnalité dans mon plat et pouvoir rajouter peut-être des liquides pour réhydrater et nourrir encore plus à cœur. On va voir, on va voir. Allons-y. Bon, on va y aller doucement. J'ai déjà juste saupoudré comme si je le farinais. On va voir ce que ça donne. Voilà, pas plus. Je pense que ce sera pas suffisant, mais mieux vaut y aller avec prudence. Ah, ça a déjà une action. Ouais. Ah, c'est intéressant. C'est intéressant, on est sur la bonne voie. Bon, là, je fais un peu moins le timide. Voilà. Une dose plus généreuse. Et on y retourne. C'est rigolo. J'ai l'impression de travailler comme si j'utilisais de la fécule ou un truc comme ça, sauf que, bah non. Et puis ça se voit. Ah, là, ça commence à être sec, donc il va falloir hydrater. Bon, histoire que ce soit pas fade, j'ai juste mélangé un petit peu d'eau avec de la shoyu. Voilà. J'en mets pas énormément, c'est vraiment juste pour voir. Encore une fois, hein, dans ce processus, mieux vaut être sobre et rajouter par la suite que le contraire. Ah, ça a l'air de pouvoir se modeler, hein, ça commence. Je crois que je suis vraiment sur la bonne piste. Ok, bon, j'ai transféré ça dans un cul de poule et je vais laisser poser, on va dire, pendant 10 minutes, histoire que les flocons de pommes de terre se réhydratent vraiment complètement. Et donc, un peu de patience, c'est bien. En plus, ça va baisser en température et je pourrai les former à la main pour faire des petites galettes que je vais faire dorer à la poêle. Ah oui, on va pas juste manger ça comme ça. C'est pas top ragoûtant non plus. Ok les amis, ça fait 10 minutes. Ouais, c'est une bonne tenue. Bon, on va voir au niveau du toucher comment ça se passe. Ouais, c'est ferme. Je pense que je vais pouvoir les modeler sans problème et créer des galettes ou des boulettes. Je sais pas. Bon, allez. Hop. On va retirer ça. Une petite portion. Et c'est pas mal, hein. J'arrive à former quelque chose. Et ça a l'air de tenir. Bon, après, il faut un peu de régularité, mais je pense que ça passe le test. Allez hop, poêle chaude, un peu d'huile. Je vais en faire une, comme ça, sans rajouter de farine autour, pour voir comment ça réagit. Et j'en ferai une seconde en la farinant un peu. Allez, hop. Pas trop, hein, ça sert à rien. Voilà. Et alors ici, ça se passe comment? Ouh,
Joli, ça dort bien. Bon, ok, ça, je réserve. Et maintenant, on va mettre l'autre version. Ok, c'est l'heure de vérité. J'ai mes deux galettes, mes deux tests. Déjà, elles n'ont pas du tout la même tête en termes de réaction. Celle-ci, qui est un peu plus dorée, c'est sans farine. Et celle-ci, qui a l'air un peu plus sèche en apparence, c'est celle farinée. Eh ben, goûtons, hein. Alors, déjà, je saisis ma croquette. Ça se tient. Ben, ça reste un peu friable quand même. Mais c'est très bon. Alors, je vais aller au-delà du goût, parce que la recette est bonne. Ok. Ben, vous avez même une petite recette gratos, du coup. Ça fonctionne, c'est équilibré, c'est gourmand, c'est plein de saveurs. Ça me fait très plaisir à manger. Ça, c'est bien. Mais, pour ce qui est du point technique de ces flocons de pommes de terre déshydratés, je sens en bouche qu'on a un liant à la pomme de terre par la texture, donc c'est bien gonflé, il n'y a aucun problème. La texture sous la langue est reconnaissable, c'est bien de la pomme de terre. Le goût, bon, effectivement, avec tout ce que j'ai mis dedans, ça l'emporte, mais déjà, de manière neutre, on savait que voilà, ça irait pas très loin. Mais ça fait le boulot. Ça fait une mâche agréable et une texture qui est vraiment reconnaissable. On n'a pas l'impression d'avoir un truc qui sort d'un sachet. Mais passons à la seconde galette, qui déjà, quand je la prends, elle se tient bien mieux. Ouais. Ah, c'est bon. Il n'y a pas beaucoup de différence. Je pense que ça joue surtout sur la présentation. Avec la farine, ça stabilise un petit peu et à la cuisson, ça unifie. Mais en bouche, il n'y a pas d'incident, c'est pas mieux, c'est pas meilleur, c'est pas plus croustillant. Non. C'est pas une plus-value, on va dire. Donc maintenant, on arrive au point essentiel. Est-ce que avoir des flocons de pommes de terre déshydratés dans son placard, ça a un intérêt? C'est toujours un truc de plus, qui est quand même sympa à utiliser. Je dis pas que c'est un indispensable, mais je vois un potentiel, et là, j'ai fait qu'une recette là comme ça, je pense qu'il y a plein de possibilités. Et quel est l'intérêt? Parce que finalement, je pense que je pourrais avoir exactement le même résultat en utilisant de la vraie pomme de terre fraîche que j'aurais écrasée. Et vous l'avez peut-être saisi, c'est juste une question de gain de temps. La pomme de terre, va falloir la cuire, la laisser refroidir, l'éplucher, l'écraser. C'est un processus qui est beaucoup plus long que de prendre juste le sachet et faire pop pop pop. Logique. Donc oui, on va prendre ça comme un simplificateur de vie, rien de plus. Après, je suis sûr que sur des points de vue techniques auxquels j'ai pas pensé, ça peut avoir un intérêt, comme, je sais pas, des crêpes aux pommes de terre. Vous avez déjà fait un truc il n'y a pas si longtemps à base de pommes de terre râpées, et pourquoi pas avec un truc comme ça? Ça pourrait être intéressant, ce sera pas la même texture. Et justement, c'est différent, donc c'est bien. Certes, d'habitude, je vous parle plutôt de nouveautés, de mes découvertes, que ce soit en série, en film ou en documentaire. J'aime bien être un peu à l'affût des nouvelles petites choses sympathiques à se mettre sous la dent. Mais, une fois n'est pas coutume, j'ai envie de vous parler d'une œuvre classique qui a clairement marqué ma vie et mon imaginaire. Donc il y a une place assez importante et je me rends compte que j'en ai jamais parlé. Et je viens de m'apercevoir que c'est disponible sur Netflix. Donc, on va dire quasiment tout le monde y a accès. Enfin, tous les abonnés à Netflix. Vous êtes nombreux. Cette œuvre, il s'agit de Akira. Alors Akira, oui, c'est une bande dessinée, un manga, et vous le voyez très souvent derrière moi dans mon décor. Mais c'est aussi un film d'animation en long métrage. Alors long métrage, hein, plus de 2 heures. On est sur quelque chose d'incroyable, qui a à peine vieilli, parce que rendez-vous compte, c'est un film qui remonte à 1988. Oui, je sais, il y en a certains parmi vous qui ne sont même pas nés à cette époque. Et pourtant, c'était ultra visionnaire, c'était précurseur. On est dans un univers cyberpunk, dans une dystopie.
L'action se passe à Néo-Tokyo, à savoir qu'il y a eu un désastre d'ordre nucléaire, en gros, et que la ville s'est reconstruite, et qu'il y a une sorte de nouvel ordre qui dirige le Japon. Vous connaissez forcément la série Stranger Things. Et on part sur le postulat d'expérience sur des enfants pour développer leur pouvoir psychique. Bon, concrètement, c'est le thème de Akira, mais bien avant. Voilà. Et ça part dans tous les sens. Je ne vais pas vous raconter l'histoire. On est sur un univers très sombre, très violent par essence, avec des bandes de motards à la japonaise années 80, pour ceux qui connaissent un petit peu les contextes. C'est visionnaire, c'est esthétique, c'est parfois un peu gore, hein. Il y a même des notions un peu de body horror avec des métamorphoses. Enfin, c'est assez complexe, assez riche. Et pour moi, ça a été à l'époque une claque, parce que c'est la première fois que je découvrais que finalement un dessin animé pouvait être pour les adultes. Ah oui, pour moi c'était un truc de gamin. Et quand on m'avait proposé de le voir, j'avais eu une VHS, rendez-vous compte, je ne l'ai pas vu au ciné. J'ai eu la VHS, je me suis dit oui bon, par curiosité, pour ma culture, je le regardais, mais... Et waouh, je crois que je l'ai regardé 3 fois de suite. Et après, j'ai jamais décollé. Ça a eu aussi comme impact le fait que je m'intéresse à l'époque un peu plus à tout ce qui était animation japonaise, bien que je sois jamais vraiment rentré dedans. J'ai considéré tout à coup que c'était un art totalement valide, avec des choses intéressantes, riches, profondes, parfois très expérimentales. Bref, c'est un univers très riche, auquel j'avais fait carrément une impasse. Moi, le dessin animé japonais, c'était Dorothée, quoi. Vous voyez bien le schéma. Et ça m'a réconcilié avec l'animation japonaise. Pour autant, voilà, moi, j'ai jamais été un grand fan du genre, mais il y a quelques œuvres majeures qui m'ont vraiment énormément plu, et celle-ci a été prédominante. Donc forcément, je me doute que parmi vous, il y a des fans d'animé. J'en suis sûr, ils sont partout. Mais ne me recommandez pas vos goûts. J'ai essayé déjà énormément de trucs. Je reste très axé sur ça, ou sur Ghost in the Shell. Après, Perfect Blue, ça marche encore. Jinro, ok. Mais parce qu'on est sur des notions un peu particulières de réflexion, il y a une notion philosophique derrière. Je suis complètement hermétique à l'œuvre des studios Ghibli, par exemple. Ne me jetez pas la pierre. Ça me parle pas. C'est trop poétique, c'est trop féerique. C'est pas mon truc. J'ai besoin plus de ce genre d'énergie pour attirer mon attention, parce que sinon le dessin animé n'est pas un média qui me séduit à la base. Mais bon, je respecte les goûts de chacun. Alors, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler il y a déjà un sacré bout de temps, puisque c'était la semaine juste avant le confinement. Vous êtes peut-être passé à côté de l'information, mais la célèbre enseigne La Durée fait des macarons véganes. Enfin, du moins, ils ont eu une offre. Et aujourd'hui, j'en ai. Alors oui, c'est réjouissant de se dire qu'une marque de prestige comme ça se soit mis au végétal à un moment ou un autre pour proposer un produit de qualité. J'en ai déjà goûté différents parfums, et effectivement, c'est très bon. C'est peut-être, sincèrement, les meilleurs macarons en termes de texture que j'ai pu avoir l'occasion de goûter à ce jour. Sachant que par le passé, quand j'étais végétarien, j'adorais les macarons, surtout les gros macarons au chocolat. Ça, c'était mon truc. Et bon, cette envie n'est toujours pas satisfaite, puisque personne, ni La Durée, ni les autres pâtisseries végétales de Paris, ne propose un gros macaron au chocolat. Personne n'en fait. Pourtant, ça n'a pas l'air si compliqué. On est toujours confiné à un petit truc, des tout petits macarons de dégustation, c'est sympa, c'est très milliardise. Moi, j'attends quelque chose de plus massif. Bon, ça, c'est mon souhait. Je sais que beaucoup de gens préfèrent les tout petits macarons, quitte à en avoir plusieurs de différents goûts. Et sur ce point, justement, malheureusement, ce n'est pas La Durée qui va vous donner satisfaction non plus. Parce qu'effectivement,
il change régulièrement les parfums, mais au lieu d'enrichir la gamme, on a un parfum qui chasse l'autre. Et fut un temps où il y avait 2 parfums, maintenant il n'y en a plus qu'un. Bref, ils ne communiquent pas vraiment dessus, ils ont certainement encore une pudeur sur le produit, et ça reste un produit de niche, parfois même difficile à trouver. Donc, normalement, si vous allez chez Ladurée dans une boutique à Paris, vous allez en trouver. Sur le site, pour de la vente en ligne, il devrait y en avoir. Mais c'est fluctuant, ne vous attendez pas à en avoir systématiquement. Ça, c'est un petit peu pénible. Mais bon, cela dit, quand il y en a, on va pas bouder notre plaisir. Et justement, ça fait partie de ces petits plaisirs que Laura s'accorde de temps à autre. Et cette semaine, elle m'a dit « Ah, les macarons sont revenus, il y a une version coco caramel qui est sortie. » Donc elle a pris une boîte. Je vais goûter. Pourtant, bon coco... Allez, je vous montre à quoi ça ressemble, sans plus attendre. Voici donc les fameux macarons de chez Ladurée. Et la moindre chose qu'on puisse dire déjà, c'est qu'ils sont beaux. Regardez-moi ça de plus près. Ah oui, hein, on est sur les codes du macaron parisien classique, donc de petite taille. Mais la coque avec la colorette, tout y est, tout y est. J'en ai un très bon souvenir. On va voir si c'est toujours aussi techniquement réussi et crédible, et surtout, est-ce que cette saveur est bonne? Je vais faire abstraction du côté coco pour me concentrer sur le caramel. C'est très très réussi. On a cette résistance de la coque sous la dent. Après, on s'enfonce dans quelque chose de bien plus fondant, avec une belle texture. La ganache a une autre forme de résistance, mais ça reste très aromatique, ça libère beaucoup de parfum. On sent l'amande, on sent le caramel. Le coco est là, mais pas en excès, donc c'est pas du tout dérangeant, même pour mon palais. C'est bien sucré. Mais bon, caramel, on va pas s'attendre à un truc fade. Ouais, on a vraiment une note ambrée, profonde. Et c'est très plaisant. Voilà, j'ai juste pris une petite bouchée. Allez, une deuxième. Alors oui, hein, on savoure le moment, hein, parce que quand même, à l'unité, ça revient à 2,50 € pièce. Donc c'est un luxe, c'est un luxe. C'est pas inabordable. C'est un petit plaisir, onéreux, mais pas inabordable. Donc conclusion, c'est toujours aussi bon, c'est réussi, c'est très plaisant, c'est gourmand. Je ne vois pas de défaut particulier, si ce n'est le manque de diversité et de choix. Coco caramel, ok, mais c'est vrai qu'une maison comme Ladurée, j'attends un peu plus d'audace. Et c'est dommage de rester un petit peu en prudence, en excès de prudence. Et surtout, ne faire qu'un seul parfum, ça permet même pas de faire un assortiment. C'est quand même très regrettable. Et vous alors, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de goûter par le passé les autres versions des macarons de chez Ladurée, en vegan bien sûr, et si vous aviez déjà mangé des Ladurée non vegan, est-ce que vous avez pu les comparer, voir si c'est la même qualité? Dans mes souvenirs, oui, c'est très 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 proche. Il n'y a pas de problème justement de qualité par rapport à la renommée de la maison. On a un produit qui est vraiment très abouti. Donc là-dessus, moi je suis content. J'aimerais bien avoir votre opinion. Et puis surtout, parce que je sais que le macaron, c'est un sujet presque clivant. Est-ce que vous êtes de la team macaron? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimiez beaucoup, dont vous avez le regret de ne pas pouvoir en avoir plus souvent et à un moindre coût? Ou au contraire, vous n'avez jamais compris l'engouement pour cette pâtisserie traditionnelle française? Parmi les trucs que j'aime beaucoup, c'est quand il y en a un d'entre vous qui laisse au détour d'un commentaire une petite recommandation. Parce que, à force, je pense que oui, vous commencez à connaître un petit peu mes goûts musicaux, mes goûts esthétiques, tout le pan culturel auquel j'accroche. Et parfois, ça tombe juste.
Et là, ça a été vraiment le cas, grâce à Wolfgang, qui se reconnaîtra, qui a glissé, oui, pour les amateurs de musique dark, j'écoute The Soft Moon en cuisinant, c'est vachement bien. Bon. Et ça a piqué ma curiosité, parce que je n'ai jamais entendu parler de The Soft Moon. Et bah, je vous avouerai que depuis une semaine, je suis totalement obsédé par le travail de The Soft Moon. C'est génial, c'est génial. Alors, on est effectivement dans de la musique dark. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà que c'est pas des musiques joyeuses, et pour cause. Mais on est sur du rock, avec des influences de shoegaze, avec des grosses tendances au post-punk, qui virent de temps en temps au son industriel, voire même au gothique. Mais sans jouer des archétypes. On est sur un univers propre qui va assez loin. Alors c'est vraiment des musiques extrêmement bien construites. Et je vous avoue, hein, donc depuis une semaine, j'ai écumé les 5 albums en boucle. Voilà, un peu du matin jusqu'au soir. Je me réveille le matin, j'ai les mélodies en tête, j'ai envie de les écouter. Je suis dehors, j'écoute ça. Enfin bref, c'est tout le temps, en cuisinant. Moi aussi. Merci Wolfgang. C'est génial. Alors bon, en revanche, je m'entiche d'un groupe, et puis je me rends compte que le chanteur, créateur, et en fait unique membre du groupe, est décédé il y a 15 jours. Voilà. Donc on va dire que la discographie est complète. Alors je suis extrêmement touché par les sonorités, par les arrangements, par la voix qui fluctue entre des choses très susurrées, voire en écho, avec des effets dans tous les sens, à des trucs un peu aigus. C'est très diversifié, mais c'est extrêmement cohérent comme univers musical, avec une thématique qui se retrouve sur les 5 albums. Le premier est de 2010 et le dernier de 2022, donc il n'y en a pas eu beaucoup, mais on est sur un fond très existentialiste, avec un rapport à la vie qui est sombre et peut-être un peu réaliste. Donc oui, effectivement, oui, c'est dark, mais on est sur quelque chose de très personnel et on le ressent. C'est une œuvre, l'œuvre d'un artiste qui s'exprime et qui exorcise tant qu'il peut ses démons, et ça se ressent vraiment. Et c'est là que moi j'aime la musique, c'est quand il y a une sincérité, que c'est pas fait pour plaire, que c'est pas fait pour séduire. Alors, la séduction, elle arrive par accident, parce que peut-être que nous aussi on se sent concerné, on se retrouve dans la thématique, mais en tout cas, là, c'est un chef-d'œuvre. Les 5 albums se suivent avec une certaine cohérence, tout en ayant chacun un univers particulier, et chaque morceau s'écoute, j'aurais tendance à dire dans l'ordre. Ça raconte quelque chose. Bref, voilà. Si vous aimez la musique de manière générale et que vous avez une oreille curieuse, The Soft Moon, je vous mets le lien du Bandcamp où il y a tous les albums en écoute. C'est vraiment très très bien. Donc voilà. Je regrette maintenant de me dire que c'est quelqu'un que je ne verrai jamais en concert. Maintenant, je pense que la mémoire d'un artiste, elle perdure par notre hommage qu'on lui rend systématiquement en écoutant son travail ou en le diffusant pour que sa mémoire perdure. Donc voilà, écoutez The Soft Moon. Comme quoi, hein, même si je suis un habitué de chez Picard depuis de nombreuses années, que j'ai mes habitudes, parfois je découvre des produits très simples et auxquels je n'avais même pas pensé. Et ça va peut-être vous paraître étrange, mais ça, de la courge butternut surgelée en cubes, j'ai jamais percuté que ça existait. Voilà. Et quand j'ai vu ça, je me dis tiens, allez, ça fait longtemps, pourquoi pas, qu'est-ce que je pourrais faire avec, je sais pas, je le prends. Et sur le chemin du retour, je me suis dit tiens, petite crème de butternut à la sauge avec des spaghettis, ça peut être bon ça. Et ben c'est ce que je vais faire.
voilà, le festin est prêt. Alors j'ai très faim, hein, donc sans plus de bavardage, je goûte. Voyons. Et bah c'est bon. Alors c'est marrant, mais ça fait une éternité que j'ai pas fait des spaghettis. C'est des pâtes que j'aime beaucoup, mais je pense jamais en acheter. Et là, j'en avais en stock. Alors, la courge comme ça, butternut, c'est un goût assez doux, légèrement sucré, c'est très rond. Il n'y a pas de force qui se dégage et c'est pour ça que la sauge a son importance. Moi, j'ai utilisé la sauce sèche parce que je sais ce que j'ai en stock et c'est important d'en mettre une certaine dose parce que c'est beaucoup moins puissant que de la sauge fraîche. Ne vous faites pas avoir si vous utilisez de la fraîche, ce que je vous recommande d'ailleurs, hein, si vous en avez à portée de main, ça donnera beaucoup plus de parfum et de volume. Si vous utilisez la fraîche d'ailleurs, la petite astuce, c'est de faire revenir la sauge directement dans l'huile pour que l'huile s'infuse avec les fragrances. C'est encore meilleur. Alors sinon, dans cette recette, vous m'avez vu déglacer le tofu fumé avec une sauce soja abondamment. Ça va dépendre clairement de la qualité du tofu que vous allez utiliser. Celui que j'ai est un petit peu faible en goût, pas assez salé à cœur, je trouve, et c'est pour ça que j'avais besoin de le nourrir pour qu'il soit vraiment agréable. Mais n'utilisez pas de sauce soja supplémentaire si vous avez déjà un tofu bien parfumé style Black Forest, pour ne pas le nommer, qui lui déjà envoie et se suffit à lui-même. Voilà les amis, j'espère que cette petite recette vous a plu et vous aura donné envie d'utiliser cette idée de purée de légumes intégrée dans des pâtes, au lieu de faire une sauce très riche, avoir quelque chose de plus végétal, assumé, mais très agréable. Bon bah voilà, c'est fait. Vous allez bientôt pouvoir retourner à vos activités normales. Bon, je sais, c'est un journal un petit peu plus court que d'habitude, mais voilà, il y a des semaines où j'ai moins de sujets intéressants à vous partager, donc je ne vais pas faire du remplissage juste pour faire du chiffre. Et puis de toute façon, je sais que parmi vous, il y a des amateurs de formats plus courts, et je sais qu'il y en a bien, mais c'est jamais assez long. Et merci à vous. En tout cas, vous pouvez toujours me soutenir, bah oui, hein, les méthodes habituelles, devenir membre. Merci aux nouveaux membres qui sont ajoutés cette semaine. Du nouveau contenu arrive pour vous, là, bientôt. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine, sans faute, pour de nouvelles aventures. Tchuss!